Bonjour. En novembre 2003, Joe Armstrong soutient une thèse devant un jury de l'Institut royal de technologie à Stockholm, en Suède. Cette thèse porte sur des systèmes distribués qui peuvent fonctionner malgré la présence d'erreurs dans le code, des erreurs qui peuvent aller jusqu'à un crash. Et ces systèmes peuvent fonctionner pendant des années sans interruption et même être mis à jour, sans interruption non plus. Tout ça, c'est le résultat de travaux de recherche que Joe Armstrong a menés avec quelques collègues au sein des labos d'Ericsson, un équipementier télécom suédois. Le résultat de leurs travaux, c'est un langage de programmation qui s'appelle Erlang et un ensemble de bibliothèques associées. Donc ça forme ce qu'on appelle l'Erlang Open Telecom Platform. Erlang, c'est utilisé par Ericsson dans ses équipements télécoms, mais aussi pour le développement de WhatsApp, de RabbitMQ et d'un tas d'autres logiciels. C'est un langage fonctionnel typé dynamiquement qui peut gérer de la concurrence de façon massive. Sur un ordinateur comme le mien, on pourrait lancer 1 million de process avec Erlang sans aucune difficulté. Et une autre caractéristique, comme je viens de le dire, c'est la tolérance aux erreurs. Elle n'empêche pas les programmes de continuer à fonctionner, même s'il y a des crashs de certains process. Je vous ai parlé un petit peu déjà de la mise à jour à chaud, et tout ça, c'est rendu possible grâce à Beam. Beam, c'est la machine virtuelle sur laquelle s'exécutent les programmes Erlang. Beam va lancer des process. Un process Erlang, c'est simplement un peu de mémoire qui lui est dédié. Il n'y a aucun partage de mémoire entre deux process, il y a une isolation très forte, et du code qui exécute le module que vous avez designé. Beam va vous aider à écrire des programmes qui fonctionnent en parallèle. Vous pouvez lancer plusieurs instances de cette machine virtuelle, et chacune va exécuter un certain nombre de process. Donc le parallélisme, c'est quand vous avez des ressources matérielles distinctes, des processeurs, des cœurs au sein d'un processeur, qui vont exécuter chacune des process de façon simultanée. Beam va vous aider en ce sens que chaque process qu'elle va instancier va se voir allouer un identifiant. Et l'identifiant indique où s'exécute le process. Vous pouvez passer un message d'un process à un autre en indiquant simplement son identifiant, et Beam va se charger de l'acheminement. Il va le transférer à une autre machine virtuelle si nécessaire. Donc tout ça, c'est une implémentation d'un pattern qu'on appelle le pattern acteur. Vous connaissez peut-être. Beam va également vous aider à gérer la concurrence. Donc la concurrence, c'est qu'on va exécuter de multiples process sur une ressource physique unique. On va les exécuter en alternance, et si leur tour revient suffisamment souvent, vous aurez l'impression qu'ils s'exécutent tous en même temps, en tant qu'utilisateurs. Mais dans la pratique, chaque process ne s'exécute que quand les autres sont en pause. Donc pour réaliser ce petit tour de passe-passe, Beam va gérer deux files. La file des process qui sont prêts, donc on met dedans tous ceux qui sont prêts à s'exécuter, et il y a un process spécial qui s'appelle l'ordonnanceur, qui va prendre celui qui est en tête de la file, qui va lui allouer un certain temps pour s'exécuter, quelques microsecondes ou millisecondes, je ne sais pas exactement. Et puis quand il a disposé de tout le temps qui lui était alloué, l'ordonnanceur va le replacer à la fin de la file, et ainsi de suite. Et si jamais l'interruption, le process s'interrompt parce qu'il est en attente d'un message qui viendrait d'un autre process, ou d'une réponse à une requête HTTP par exemple, à ce moment-là, l'ordonnanceur va le placer dans la seconde file, la file des process en attente. Et il va y rester tant qu'il n'aura pas obtenu la réponse qu'il attendait. À ce moment-là, quand il aura eu sa réponse, l'ordonnanceur va le replacer à la fin de la file des process prêts, et il va pouvoir s'exécuter à nouveau quand son tour sera venu. Beam permet donc la résilience des applications écrites en Erlang, et c'est possible parce qu'il y a une très forte isolation.
quand un process crash, ça n'a aucun impact sur les autres. Beam fait également tourner un process qu'on appelle le code server. C'est lui qui est responsable de charger en mémoire les modules que vous avez écrits. Et il peut détecter qu'un module est la nouvelle version d'un module précédent. S'il arrive à le compiler et à le charger en mémoire, à ce moment-là, il y a de nouveaux process qui vont être créés en se basant sur la nouvelle version du module. Et Beam peut faire cohabiter, peut faire fonctionner simultanément des versions distinctes d'un même module. Vous pouvez avoir des process qui tournent avec la version N-1 et d'autres avec la version N. Et petit à petit, donc, les process qui tournaient avec l'ancienne version sont remplacés par des process qui tournent avec la nouvelle. Tout ça, c'est pas magique. C'est vous, en tant que développeur, qui allez indiquer dans le code, tiens, ça, c'est la nouvelle version de ce process. Et vous allez écrire une fonction qui explique comment on transforme les données de l'ancienne version vers la nouvelle. Donc, toutes ces qualités font d'Erlang quelque chose d'assez sympathique. Ça date quand même de la fin des années 80 ou 90. Mais c'est pas un langage super populaire aujourd'hui. Alors, une des raisons peut-être qui explique ça, c'est sa syntaxe qui est assez inhabituelle. Par exemple, quand on veut désigner une fonction, on va, dans le nom de la fonction, indiquer le nombre de paramètres qu'elle prend. Je ne connais pas ça dans d'autres langages, c'est assez surprenant au départ. Et c'est peut-être une des raisons qui explique que José Valim, en 2011, a publié un nouveau langage de programmation. Un langage qui fonctionne également sur Beam, et donc qui bénéficie de tous les avantages que peut procurer cette machine virtuelle. C'est un langage fonctionnel, typé dynamiquement, tout comme Erlang, mais qui a une syntaxe plus familière. En tout cas, plus familière pour les développeurs Ruby, puisque la syntaxe de ce langage est très proche de celle de Ruby. C'est normal, José Valim, en fait, travaillait avant sur Ruby on Rails, il s'occupait des performances notamment. Ce langage, c'est Elixir. Donc Elixir, quand ça a été publié, ça a connu pas mal de succès. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, à commencer par Pinterest, qui dit qu'ils arrivent à gérer 30 000 événements par seconde grâce à Elixir. Discord, qui dit, nous, on arrive à connecter 5 millions d'utilisateurs simultanés, et d'autres. Mais Elixir, c'est toujours un langage typé dynamiquement. Enfin, pour l'instant. En août 2023, José Valim a annoncé lors d'une conférence dédiée au langage que des travaux démarraient pour introduire de façon progressive un typage statique. Il en a reparlé un petit peu en début de cette année et c'est là que j'ai découvert que c'était des Français qui étaient derrière ça, en fait. Ils travaillent avec le CNRS, avec un thésard notamment qui s'appelle Guillaume Duboc, dont c'est le sujet de thèse, en gros. Mais il a aussi prévenu que ces travaux étaient encore à un stade pas suffisamment avancé pour garantir qu'ils allaient aboutir. Ils peuvent encore tomber sur un problème bloquant qui remettrait absolument tout en cause. Donc on n'est pas certain qu'Elixir devienne typé statiquement à l'avenir, malgré tous les avantages que ça pourrait procurer. Et il y en a un qui n'a pas attendu. Il n'a pas attendu que ça arrive, c'est Louis Pilfold. Louis Pilfold, c'est un développeur qui utilise de nombreux langages et qui est souvent frustré. Quand il utilise un langage, il regrette de ne pas avoir les intérêts, les avantages d'un autre, et ainsi de suite. Alors il se dit, je vais créer le mien, un langage fonctionnel, qui serait typé statiquement cette fois, généraliste, on peut faire un petit peu de tout avec, alors pas du système, mais un peu n'importe quoi d'autre. Et un langage simple, dont on pourrait faire le tour en une après-midi. Un langage qui tournerait non seulement sur la machine virtuelle d'Erlang, mais aussi sur Node.js, et qui serait plutôt sympa pour les développeurs. Ce langage, c'est Gleam. Ne vous êtes pas trompé de salle. Donc Gleam, il en a sorti une toute première version en 2019. Et puis, il travaille dessus à temps complet maintenant. Et au début de cette année, au mois de mars, il a annoncé que la première version stable du langage, dans
une version dont on ne remettrait pas en cause les concepts et le design globalement, était disponible. Il a choisi une syntaxe assez familière globalement, à quelques détails près, pour éviter d'effrayer les gens pour des raisons, de mauvaises raisons, on va dire. Donc j'ai même pas besoin de vous expliquer ce bout de code, je pense que ça parle de soi-même. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'annotation de type. On a de l'inférence de type, on sait que la variable hello, c'est une chaîne de caractères. Maintenant, on pourrait très bien le préciser, c'est tout à fait possible. Mais c'est facultatif. En Gleam, tout est expression, tout est valeur, et les valeurs sont immuables. Un bloc est délimité par des accolades, et une accolade, ça a une valeur. Enfin, un bloc, pardon, ça a une valeur. Là, la valeur de ce bloc, c'est la valeur de degrees, qui est le dernier élément du bloc. Et degrees a été initialisé à 64. Donc cette valeur, elle est immuable, ce qui aide à raisonner et à faire des programmes qui ont moins de comportements surprenants, on va dire. Là, par exemple, on utilise l'opérateur de concaténation, le diamant. IO debug, donc on appelle la fonction debug du module IO. On lui passe une chaîne de caractères et ça va l'afficher. Pourquoi IO debug plutôt que print? C'est que debug, ça prend n'importe quoi en paramètres, alors que print, ça va prendre obligatoirement une chaîne de caractères. Là, je peux par exemple retourner une chaîne de caractères simplement en appelant la fonction reverse du module string. Donc on n'est pas sur ça, c'est typique des langages fonctionnels. On ne va pas écrire ma chaîne de caractères dot reverse. On va faire plutôt le module, sa fonction et les paramètres ensuite. On retrouve des structures de contrôle typiques des langages fonctionnels, comme le pattern matching, qu'on commence à voir arriver dans d'autres langages sous des formes un peu amoindries. On va s'arriver en Java, en Python, etc., mais c'est moins puissant que dans les langages fonctionnels. Donc là, par exemple, en fonction de la valeur aléatoire qui est générée, on va dire j'affiche la chaîne de caractères 0 ou 1 ou autre chose dans tous les autres cas. Mais on peut aussi capturer cette autre chose et l'utiliser dans un bloc de code. Là, je convertis la valeur, si c'est 2, 3, 4, pour en faire une chaîne de caractères. Et là où ça devient un peu plus puissant, c'est que chaque branche de mon pattern matching, je peux lui ajouter une condition, ce qu'on appelle une clause de garde. Donc, c'est le seul endroit du langage où je vais avoir des if. En réalité, quand je vous dis que le langage est minimaliste, par exemple, il n'y a pas de if, vous faites des cases tout le temps, vous faites du pattern matching tout le temps, même pour tester une valeur booléenne. Et si j'oublie quelque chose, là par exemple, j'ai traité le cas où mon chiffre était 0, ou bien s'il était pair, et puis dans les autres cas, j'affiche autre chose, mais si j'oublie la dernière ligne, à ce moment-là, le compilateur va me prévenir. Ça va m'éviter d'oublier des cas, et donc ça va m'aider à faire des programmes plus sûrs. Ça, c'est possible parce que Gleam a un système de type dit de Hinckley-Milner. Donc c'est une modélisation mathématique des systèmes de type. Hinckley et Milner sont des gens qui l'ont découverte, mais de façon séparée à quelques temps d'intervalle. Donc c'est un système de type dans lequel on peut déterminer à tout moment quel est le type d'une expression. Et pas seulement d'une expression, mais quasiment du programme entier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans des langages comme Haskell, Elm et plus récemment Rust. Et ça donne une expérience de développement absolument géniale, où vous définissez des structures de données et ensuite vous suivez les messages d'erreur du compilateur. Et quand ça compile, ça marche. Ça, c'est un truc qu'on entend dans la bouche de tous les développeurs qui utilisent ce genre de langage de programmation. Je vous invite vraiment à essayer. C'est une expérience de développement assez géniale. Gleam peut produire du code aussi bien pour Beam que pour Node.js. Et pour passer de l'un à l'autre, c'est trivial, c'est juste un flag à passer au compilateur. On peut interagir facilement avec les librairies de chacun des langages.
enfin chacune des plateformes plus exactement. C'est-à-dire par exemple ma fonction now, je peux dire quand je suis sur Erlang, c'est la fonction local time du module calendar qui va fournir l'implémentation. Et puis quand je suis sur Node.js, à ce moment-là, c'est un module que j'ai écrit qui va fournir l'implémentation. Donc ça vous permet d'accéder à l'écosystème de Node.js, donc tout l'écosystème JavaScript d'un côté, mais aussi à l'écosystème Erlang et Elixir de l'autre. Quand je vous dis que Louis Pilfold a attaché une importance particulière à l'expérience développeur, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a écrit le compilateur en Rust. Du coup, il est super rapide. Il s'est inspiré de Rust et de Helm, Helm étant aussi la source d'inspiration de Rust, pour les messages d'erreur. Les messages d'erreur sont écrits pour les humains, pas pour les machines. Ils sont vraiment très clairs, on va vous guider. Et puis, quand vous installez Gleam, vous avez tout l'outillage qui est inclus avec. Évidemment, le compilateur, mais aussi la gestion des dépendances, le formateur de code, le LSP, le framework de test, le test runner, etc. Vous avez absolument tout juste en installant le langage sur votre machine. Alors il y a un écosystème qui commence à se développer, le langage est très jeune, bien sûr, mais vous avez une librairie standard qui, de mon point de vue, est déjà très riche et bien documentée. Un nombre de packages qui est relativement faible, mais en forte progression. Quand la version 1.0 est sortie au mois de mars, il y avait 200 modules. Aujourd'hui, on a déjà 450. Donc, vous voyez que ça progresse significativement. Et on trouve pas mal de ressources déjà, y compris des ressources d'apprentissage. Donc si on reprend les points forts du langage, le premier, c'est sa simplicité. Il y a très peu de concepts, c'est volontaire. On peut apprendre le langage en quelques heures. Il y a peu de surprises à l'exécution grâce au système de type notamment. Vous n'avez pas de valeur nulle, ça n'existe pas dans ce langage, ou en tout cas, une valeur ne peut pas devenir nulle. Vous pouvez simplement dire, tiens, cette fonction ne renvoie rien, ça c'est possible. Mais autrement, une chaîne de caractères, par exemple, elle ne peut pas être nulle. Donc ça aussi, ça vous élimine des classes entières de problèmes, donc moins de mauvaises surprises. Toujours dans les points forts, on a le fait qu'on peut cibler aussi bien BIM et bénéficier de ses compétences en matière de parallélisme et de concurrence que Node.js. Et puis le fait que vous pouvez appeler des libs de chacun des langages qu'on a mentionnés jusqu'à présent. Donc ça va être pratique pour écrire des programmes distribués de façon simple et gérer de la concurrence, évidemment. Maintenant, bien entendu, c'est pas magique, il y a aussi quelques points faibles. Donc le premier, c'est que même s'il y a déjà 450 modules, 450 modules, c'est pas grand-chose. Comparé à ce qu'on trouve dans d'autres écosystèmes, c'est vraiment limité. Le LSP fait pas grand-chose pour l'instant, à part vous indiquer quelles sont les erreurs dans vos programmes. Et puis, je vous ai mentionné, par exemple, dans le pattern matching, les clauses de garde qui vous permettent de poser des conditions sur chacune des branches. Pour l'instant, on ne peut pas y mettre grand-chose finalement, et puis c'est pas clairement documenté. Le compilateur ne nous aide pas trop sur ce point-là. De ce point de vue-là, c'est un petit peu décevant. Mais tout ça, ce sont des erreurs de jeunesse, c'est des défauts de jeunesse plus exactement. Par exemple, le LSP, c'est une priorité. Louis Pilfold est en train de bosser dessus et j'ai bon espoir que ça s'améliore significativement dans les mois qui viennent. L'écosystème, on a vu, il est en croissance, forcément, ça va continuer. Et puis, les expressions un peu limitées dans les clauses de garde qui font qu'on est obligé, pour contourner, de passer par des variables intermédiaires. C'est probable que ce soit amélioré à l'avenir. Le seul point que je regrette un petit peu et qui sera probablement pas amélioré, c'est la syntaxe d'un mot-clé particulier que j'ai pas évoqué jusqu'à présent, c'est le mot use. Use, ça sert pour éviter le callback hell, qu'on connaît bien en JavaScript, quand vous avez une fonction qui appelle un callback, qui elle-même appelle un callback, etc. Donc on se retrouve avec quelque chose des imbrications assez pénibles à lire. Donc dans Gleam, vous avez un mot-clé qui s'appelle use, qui permet d'éviter ça, qui remet tout à plat. Mais je trouve pas ça génial à comprendre, c'est pas simple à comprendre et je suis pas le seul à avoir ce sentiment. Bon, c'est anecdotique quand même.
Un petit mot sur les performances, on va parler un petit peu Green IT. Donc j'ai pas de référence concernant Gleam, le langage est un peu trop jeune pour ça, donc je vais me baser sur Erlang. En n'oubliant pas qu'il y a aussi la cible Node.js qui existe. Donc cette étude-là, enfin ce document, il est extrait d'une étude qui est souvent citée, où on a les auteurs ont pris une vingtaine de langages de programmation, et ils ont exécuté des benchmarks pour chacun, et ils ont mesuré d'une part la consommation énergétique, d'autre part le temps requis pour l'exécution, et enfin la mémoire consommée par chacun des programmes. Donc on voit qu'Erlang, clairement, est dans le bas du tableau, sur les 3 points. Mais ils ont fait une mise à jour 3 ans après. Et 3 ans après, les performances d'Erlang avaient explosé. Les temps d'exécution sont divisés par 2, l'énergie consommée aussi, la mémoire a baissé de 16%. Donc c'est le seul langage de la mise à jour qui avait fait une progression aussi significative. Les autres, c'était resté quasiment la même chose. Donc je sais que depuis, il y a eu d'autres travaux sur les performances, je ne sais pas où ils en sont, je ne sais pas quel impact ils ont pu avoir, mais il y a eu encore des améliorations. Alors bien sûr, ça ne fait pas d'Erlang un premier de la classe, on est loin de Rust, Go, Java, etc. Mais il a quitté le fond du peloton où vous allez retrouver Ruby, Python et autres. Donc ce que je suppose, c'est que ça va être un langage qui va peut-être être un peu plus adapté pour faire des programmes où il y a beaucoup d'entrées-sorties et pas trop de traitements lourds. C'est une hypothèse que je formule, j'ai rien pour appuyer ça, on va dire. Donc si vous voulez apprendre Gleam, il y a beaucoup de ressources déjà. Par exemple, sur Exercisum, vous avez un cours complet, vous n'avez pas seulement les exercices, vous avez tous les concepts qui sont expliqués. Vous avez le Gleam Language Tour qui est basé sur le Tour of Go. Il est inspiré de Tour of Go. Donc dans votre navigateur, vous avez des petites leçons. Vous pouvez taper du code, l'exécuter. Et là, la particularité, c'est que comme le compilo est écrit en Rust, ils en ont fait une version WASM. Et donc la compilation se fait dans votre navigateur. J'en ai fini. Donc je m'appelle Pascal Leméraire. Je travaille chez Yasso Santé. Vous pouvez me retrouver sur quelques réseaux sociaux. Et puis je vous serai reconnaissant de faire un petit feedback sur cette présentation. Et dernier point, pensez à aller voter dimanche et n'oubliez pas, quand les partis qui prônent la haine prennent le pouvoir, ça se passe toujours très mal. Peut-être le temps de prendre une question. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question plus d'usage actuel du langage. Helm, par exemple, est très spécifique à faire du web et faire du front. Est-ce qu'il y a je prends l'exemple d'Elixir, il y a quand même Phoenix qui a mangé un peu le truc. Est-ce que Gleam commence à se dessiner un peu un use case spécifique qui sort du lot, on va dire? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on commence à voir que c'est super pertinent ou qu'il y a une lib vachement utile, quoi? Il n'y a pas, à ma connaissance, un use case particulier. C'est un langage qui se veut généraliste. Donc effectivement, Elixir brille grâce à Phoenix, mais le web, c'est seulement un des domaines où tu peux utiliser Elixir. Et tu vas pouvoir faire la même chose avec Gleam. De toute façon, c'est simple, ça fait soit du Node.js, soit du code qui tourne sur Beam. Donc les cas d'usage vont être les mêmes. Tu vas pas faire de la programmation système comme en Rust. C'est le seul endroit où c'est un peu interdit. Maintenant, si tu prends Erlang, il y a des logiciels de développement 3D qui sont faits avec, enfin au moins un. Il y a RabbitMQ, c'est un système de messagerie. Voilà, WhatsApp, c'est de la messagerie, mais pour les humains, pour le coup, etc. Donc il n'y a pas forcément un cas d'usage. Bon, on peut se dire quand même que grosso modo, ça va être un peu les mêmes cas d'usage que Erlang et Elixir. Voilà. Mais c'est encore trop jeune pour savoir si ça va s'imposer dans un domaine particulier. Merci.
Merci pour ta présentation. J'ai une question. Si on change la cible de BIM vers Node.js, on perd tous les avantages que tu expliquais au début sur la gestion des process et ça ? Bien, alors globalement oui, il y a des choses qui vont pas être disponibles. Effectivement, tu vas pas avoir les avantages de la machine virtuelle Erlang. Donc la cible principale, par défaut, c'est BIM. Donc tu as les avantages. Si tu veux utiliser des libs pour gérer la programmation distribuée et autres, effectivement, il n'y a pas d'implémentation que je connaisse en tout cas en Node.js. Tu vas utiliser les libs d'Erlang Open Telecom Platform. Il y a des wrappers en Glim pour utiliser ces libs-là. Et à l'inverse, tu peux te dire aussi que si tu cibles Node.js, tu vas bénéficier des avantages de Node.js. Petite dernière. Non. Bonjour, merci pour la présentation. Donc ça peut tourner sur un runtime Node.js, que ça peut tourner aussi sur un autre runtime JavaScript type Bun ou Deno. Alors, je n'ai pas vu l'info, mais ça paraît logique globalement. Si ton programme peut tourner sur c'est un programme, enfin ça cible Node.js, mais je m'exprime mal. Je recommence. Voilà, si un programme est capable de tourner aussi bien sur Node.js que sur Bun ou Deno, j'imagine qu'un programme Glim pourrait tourner sur ces runtimes là aussi. Mais là, j'ai pas vu d'info à ce sujet-là. C'est juste une hypothèse là aussi. Voilà. On va devoir arrêter, je crois, le temps est écoulé. Ok, merci. Merci, bonne journée.